Bonjour à tous, vous m'entendez correctement? Écoutez, je suis ravi d'être avec vous. Donc Lionel Grotto, directeur général de Choose Paris Région. On va aller à l'essentiel ce matin. Je vais passer rapidement la parole à ma présidente, du coup, Alexandra Dublanche. On a un programme assez chargé, beaucoup de contenu ce matin. Des petits livrets qui sont sur vos chaises que vous pouvez consulter pour tous les détails relatifs à ce qu'on va présenter ce matin. Je remercie donc Volta Trucks qui nous accueillent ce matin et puis les différentes entreprises et les collectivités territoriales qui sont avec nous. Mais je ne serai pas plus long et Alexandra, je te passe la parole pour cette introduction. Merci beaucoup Lionel, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux. Je remercie tout d'abord Carl Magnus Norden qui nous accueille. Thank you so much for welcoming us today here in this showroom. I learned a lot already about your truck and a very interesting location also in the center of Paris in terms of innovation and show what we can do in terms of mobility. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une belle image de ce qu'on essaye aussi de faire dans la région en termes évidemment de création d'entreprises, de transition écologique comme on vient d'en parler avec le fondateur de Volta Trucks, d'emploi et de respect de l'environnement, mais il vous en dira plus tout à l'heure. Alors on est réunis aujourd'hui pour vous parler des résultats 2022, le bilan des investissements directs internationaux. Et effectivement, comme l'a dit Lionel, que je remercie, on le fait avec beaucoup d'acteurs, publics et privés. Ça vous montre aussi comment on travaille en tant qu'agence d'attractivité de la région Île-de-France. On rassemble des acteurs des deux secteurs, et puis c'est un travail collectif et transverse, vous le verrez, même si on n'aura pas le temps de tout aborder aujourd'hui. Alors je vais aller tout de suite sur les résultats, et après je laisserai la parole à la fois aux collectivités, aux partenaires privés, et Lionel qui fera un point plus précis sur le Brexit. Il y a un espèce de momentum en ce moment autour de l'Île-de-France qui se renforce avec des grands événements qui arrivent, mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. On le voit aussi dans les voyages qu'on fait. Il y a aussi une période post-Brexit dont on a réussi à tirer les fruits, même si on ne se réjouit évidemment pas de cet événement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, et ce n'est pas que nous, les VRP de la région, qui le disons. On va le voir dans beaucoup de chiffres, et des chiffres aussi qui sont intéressants sur tout un tas d'aspects. Je pense notamment à l'industrialisation, je pense à l'équilibre entre les territoires qui est extrêmement important pour nous dans la politique qu'on mène à la région avec Valérie Pécresse. Et donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc ce qu'on voit, c'est que l'Île-de-France confirme sa place de leader de l'attractivité en Europe. On a des records cette année en termes d'investissements internationaux, alors que 2021 était déjà très haut. Donc on est à plus 7% par rapport à 2021, qui était déjà une année exceptionnelle. On est à 11 000 emplois directs créés. Si on prend les emplois induits ou indirects, on est à 30 000 qui découlent de ces investissements internationaux. Donc, ça rappelle aussi qu'un investissement international, ça ne doit pas être vu comme une concurrence de nos entreprises françaises, mais aussi comme quelque chose qui renforce l'écosystème francilien et permet évidemment de créer de l'emploi qui bénéficie à toute la région. Donc ce que vous voyez pour 2022, c'est un niveau historique sur les dernières 20 années. Donc c'est vraiment de très bons résultats. Je vous le disais, sujet très important pour nous. On ne veut pas être qu'une terre de service, on veut être une terre d'industrie. On y met les moyens côté région et on regarde ça quand on attire des investissements internationaux. Et là, on voit qu'il y a plus 40% des emplois créés qui sont dans la production. Et ça, pour nous, c'est une très très bonne nouvelle parce qu'en plus, c'est un peu lié. Ces emplois, ils vont aussi dans des territoires qui en ont besoin, qui sont peut-être plus éloignés des centres urbains. Et donc, tout ça va dans le bon sens et renforce aussi, c'est un des aspects de la politique régionale. On est ici sur un lieu assez significatif de l'innovation et de la transition écologique d'un secteur qui en a besoin. Et on voit également dans ces chiffres qui sont nombreux, je le sais, mais j'essaye un peu de les déchiffrer, on voit aussi qu'on prépare en Île-de-France au métier de demain. Nous sommes une terre d'innovation, vous le verrez dans les chiffres aussi de R&D qui continuent d'être très bons. On voit que, par exemple, les emplois qui sont liés aux nouvelles mobilités, ils sont multipliés par 2, et ceux liés à la ville durable, à l'énergie, au recyclage, sont multipliés par 3 dans les emplois qui découlent des investissements internationaux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très positif.
En parlant de R&D, ça c'est un peu, on va dire, notre force. On est la première région. En restant une minute, ouais, bah, ça va pas le faire. Merci beaucoup. Mais je vais essayer d'accélérer. Surtout que vous avez tout eu. Mais sur la R&D, mais j'ai encore pas mal de choses à dire. On est leader en Europe, clairement. Et puis on voit même, on a eu des bonnes nouvelles là, qui montrent que même au niveau mondial, on est la première région mondiale sur les investissements dans la R&D, selon un classement qui est sorti du FDI Market. On est suivi par Barcelone, par l'Inde, par Singapour, et l'Île-de-France est la seule région française dans le top 20. Donc je ne vais pas donner les exemples vu que je n'ai pas le temps, mais je pense à Intel, je pense à Celsius Energy. Enfin, il y a énormément de très beaux projets qui s'installent en Île-de-France, sur le quantique, sur l'IA, etc. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Lionel parlera du Brexit. Je vous en ai dit un mot. On a réussi à vraiment tirer notre épingle du jeu de ce Brexit, c'est-à-dire en attirant soit des jobs installés au UK qui avaient besoin de se relocaliser en Union européenne, soit d'ailleurs, notamment je pense aux États-Unis, qui ont besoin d'une implantation dans l'Union européenne. Et on a réussi, face à la concurrence évidemment d'Amsterdam, Francfort, etc., à vraiment tirer notre épingle du jeu en termes d'emplois relocalisés, notamment dans le secteur financier. On vient d'être sacré première région européenne du futur. On l'avait déjà été. On l'est à nouveau, et première place dans des destinations les plus attrayantes pour les investissements directs étrangers en Europe. Et on vient aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu hier, mais on a eu un classement de la Commission européenne qui est paru lundi dernier, mais il y a eu des articles hier, où on est sacré aussi région la plus compétitive d'Europe, avec deux autres régions hollandaises. Et je finirai par là en disant quel est le rôle de l'agence dans tout ça, parce que ce n'est pas que de notre fait, restons humbles évidemment, mais on joue un rôle d'accélérateur en essayant de saisir ces opportunités pour vraiment propulser la région Île-de-France. Donc 3/4 des investissements dont je vous ai parlé, qui ont été réalisés en Île-de-France en 2022, ils ont bénéficié de l'intervention de l'agence Choose. Donc ça va, c'est très, très vaste, hein. Ça va effectivement d'aller chercher certaines entreprises qu'on repère et d'essayer de les attirer jusqu'à l'installation concrète en Île-de-France à recherche de fonciers, de locaux, etc. On a d'ailleurs été sacré l'agence qui avec la meilleure stratégie d'investissement direct étranger en Europe, Royaume-Uni inclus. Donc ça, on était hors du top 10 en 2020, donc il y a eu du chemin parcouru. Et point très important pour nous, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est la répartition géographique des investissements. Vous l'avez vu dans le document. Ça aussi, l'agence, avec le travail qu'elle mène avec les territoires, et les territoires témoigneront tout à l'heure, on essaye de rendre tous les territoires, enfin ils sont tous attractifs, mais de mettre en avant les atouts de tous ces territoires. C'est quelque chose, on a créé un comité des territoires, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et on voit dans les investissements directs internationaux que 40% des emplois créés sont hors Paris intramuros. Donc ça, ça va dans le sens de tout le travail qu'on mène avec Valérie Pécresse contre les fractures territoriales, qui est un peu notre combat permanent dans toutes les politiques menées par la région. Je ne vais pas rentrer dans tous les chiffres, mais en tout cas, ça, voilà, c'est important. Et dernière chose aussi de poids, et on le voit encore une fois ici, c'est l'impact, bien sûr, l'impact de ces investissements internationaux en termes environnementaux, qui joue un rôle de plus important dans la stratégie de l'agence. C'est-à-dire qu'on a commencé par évaluer tous les projets qu'on attirait pour faire un diagnostic un peu qui a un impact positif, négatif. On voit qu'il y a près de 25% des investissements directs étrangers qui présentent des impacts remarquables. Ça ne veut pas dire qu'il y a 75% qui n'ont pas d'impact. Mais en tout cas, on va regarder de plus en plus cette donnée selon les ODD, les objectifs de développement durable de l'ONU, afin de se positionner, d'accompagner plus ou moins des projets selon leur impact environnemental. Voilà, je vais m'arrêter là. J'étais un peu longue, désolée, mais en tout cas, je le dis vraiment en me basant, vous l'avez vu, sur de nombreuses études qui vont être aussi détaillées, on n'a jamais été aussi attractif. On espère que ça va s'accélérer. Ça tombe bien parce qu'il y a des grands événements qui, nous l'espérons, vont nous aider à encore progresser. Mais en tout cas, il y a vraiment ce momentum autour de la région Île-de-France. Je vais passer maintenant la parole à Alain Chagnot, qui est senior partner
secteur public chez Roland Berger et qui va nous expliquer un peu la méthodologie de cette étude dont vous avez les chiffres. Merci beaucoup. Le bilan d'attractivité, ça matérialise finalement l'ambition de Choose Paris Région et vous nous avez demandé de réfléchir ensemble avec vous à une nouvelle méthodologie d'évaluation de ce bilan annuel d'attractivité que vous menez chaque année. Et l'idée, elle était dans cet exercice et dans ce document de mobiliser des indicateurs lisibles, fiables, qui reflètent au mieux la situation de terrain, dans l'objectif d'aider aussi Choose Paris Région à s'évaluer et donc à se perfectionner pour avoir le maximum d'impact positif pour la région Île-de-France. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur une analyse enrichie dans ce bilan annuel d'évaluation pour couvrir en définitive 4 types d'impacts, les impacts économiques, les impacts sociaux, environnementaux et également l'impact fiscal. Pour se questionner également sur le rôle de l'agence et sa contribution et finalement réfléchir aux 3 rôles que porte cette agence. C'est un rôle d'accélérateur. Il faut que les projets se fassent plus vite et que vous accélériez et que vous facilitiez la vie des investisseurs. Un rôle pompeusement qu'on a appelé d'architecte, c'est d'orienter ces investissements vers ceux qui ont le plus d'impact pour la région, et vous l'évoquiez à l'instant avec les ODD. Et puis un rôle de promoteur, de promotion de la région Île-de-France. L'enjeu, c'est de mettre en valeur la région Île-de-France, son potentiel en France. Alors si je rentre 2 secondes dans la méthodo et comment est-ce qu'on a procédé, sur l'impact économique, on a voulu mesurer la contribution à la valeur ajoutée économique produite par ces investissements directs internationaux. Donc on a regardé les emplois déclarés à 3 ans, on a croisé ça avec un certain nombre de ratios de l'INSEE. Les IDI y contribuent à environ 1 milliard d'euros de création de valeur économique à moyen terme pour la région Île-de-France. Ça, c'est 2022 et c'est plus 20% par rapport à 2019. Donc c'est des projets plus créateurs de PIB régional, de valeur ajoutée. Il y a aussi une contribution au dynamisme des secteurs d'activité. Vous évoquiez la partie productive. Il est aussi à noter que les secteurs à forte valeur ajoutée, comme l'informatique, les services financiers, ont été les secteurs d'investissement parmi les plus dynamiques. Il y a 45% des projets dans des secteurs en très forte dynamique. Et puis, il y a aussi une contribution à la souveraineté européenne avec beaucoup de projets qui viennent d'Europe, 45% des investissements qui viennent d'Europe. Alors, si on regarde l'impact social, vous l'avez déjà présenté, près de 30 000 emplois, mais si on rentre un tout petit peu dans la méthodologie, et vous aurez le détail dans les documents, il y a d'abord l'emploi direct, donc 10 900 emplois à 3 ans pour les investissements de 2022. Donc ça, c'est basé sur les déclarations des porteurs de projets qu'on vérifie, qu'on recroise, et il y a plusieurs interviews qui sont faites auprès d'eux. Ensuite, on a fait un calcul sur les emplois indirects. Alors, pas tout à fait un calcul, puisque en fait, on s'est basé sur des ratios éprouvés à partir de dizaines de milliers de comptes sociaux d'entreprises qu'on a pu analyser. C'est comme ça qu'on trouve 16 700 emplois indirects, donc liés à la sous-traitance ou à l'activité de ces entreprises qui investissent. Et puis enfin, il y a les emplois induits. Vous connaissez ce concept. C'est lié en fait aux rémunérations qui sont servies aux collaborateurs qui vont travailler dans ces entreprises, qui vont consommer. Donc là, on regarde, à partir encore une fois de modèles économiques de l'INSEE, la propension à consommer, et c'est à nouveau de la consommation injectée dans la région Île-de-France, et ça, c'est 3 300 emplois qui viennent s'ajouter aux précédents. Sur l'impact environnemental, on l'a évoqué, toute l'idée de l'agence, c'est de mesurer la contribution de ces projets aux objectifs de développement durable. Et il y en a beaucoup dans ces objectifs de l'ONU qui portent sur la transition écologique. Donc l'agence est en train de noter ces projets. On en a déjà repéré un grand nombre. Vous aurez les détails qui sont exemplaires ou avec un impact environnemental positif. L'idée, c'est maintenant de passer systématiquement à l'analyse l'ensemble des projets d'investissement sur cet axe-là. Et puis enfin, il y a l'impact fiscal. Là, on a regardé la contribution aux recettes fiscales locales, c'est-à-dire la cotisation foncière des entreprises, et puis la CVAE.
Et à partir de ces analyses-là, on voit que les recettes fiscales à moyen terme générées par ces projets atteignent 40 millions d'euros, c'est-à-dire un niveau assez stable par rapport à 2019. Voilà, en conclusion, c'est un bilan qui est enrichi par rapport aux années précédentes sur le plan de l'analyse d'impact. Et puis c'est un travail en cours pour renforcer cette évaluation de projets, notamment des projets qui sont accompagnés par Choose Paris Région pour améliorer son impact et pour soutenir au mieux ces projets. Lionel, je vous en prie, sur le Brexit. Oui, alors on va parler du Brexit. Alors, vous allez peut-être me dire, c'est pas vraiment un sujet d'actualité. Ça fait 7 ans qu'on en parle du Brexit en fait, puisque le Brexit c'est une décision du 23 juin 2016, on s'en souvient, enfin on s'en souvient même plus parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis qu'on a tous un peu oublié. Donc suite à des nombreuses péripéties que je vous rappelle, mais pourquoi est-ce qu'on en reparle aujourd'hui? La sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, donc on se rappelle, c'était le 31 janvier 2020. Suite à ça, il y a une période de transition de 11 mois, donc ça nous a amené en fait au 31 décembre 2020, donc en fait en 2021, et en fait en 2021, début 2021. Et bien en fait on était tous en plein Covid et du coup dans tous les mois qui ont suivi on avait encore en face de nous des entreprises notamment dans le secteur financier parce qu'on va pas mal parler de ça qui étaient dans un télétravail intense et qui du coup pour une bonne partie d'entre elles ont repoussé les décisions qui en fait avaient d'autres sujets à traiter comme nous tous dans toutes nos entreprises. Donc voilà, c'est de ça qu'on sort tout juste en fait. C'est juste le temps, en fait, après le Brexit, depuis un an, pour les entreprises, pour remettre la main sur leur plan post-Brexit. Donc, les mouvements ont repris, c'est ça le message. On pense que 2023 va continuer à donner lieu à des vagues importantes vers l'Union européenne depuis le Royaume-Uni, en particulier dans le secteur financier. Et donc, on a jugé que c'était le moment de faire un état des lieux, en tout cas où on en est. Donc je vais dire un mot de la méthodologie qui est pour le coup pas, elle n'est pas comment dire bénie par Roland Berger celle-ci, mais elle n'en est pas moins fiable. Elle se base sur le travail qu'on mène nous depuis 2016 puisqu'on a vu passer énormément de projets liés au Brexit, je pense à peu près 400 sous le contrôle de mes équipes. Donc c'est une méthodologie qui est rigoureuse, qui est effectivement travaillée avec nos analystes sur la base de tous les projets, comme je disais, que nous avons vu passer. Des échanges directs aussi avec les entreprises. La plupart de celles que enfin même toutes celles que je vais citer aujourd'hui, c'est aussi des échanges qu'on a au quotidien avec elles, avec parfois des choses qu'on ne peut pas forcément dire, mais vous allez voir qu'il y a quand même énormément de contenu qu'on peut partager de manière agrégée et puis avec des exemples divers et variés. Le message, c'est que on a pu avoir le sentiment, et je pense que c'était une réalité, que Paris avait à un moment donné perdu une bataille qui était celle des entités légales. Il y a eu plusieurs phases. C'est ce qu'on dit différents classements. Donc on peut se référer notamment au Brexit Tracker de EY de mars 2022, qui ont des plus récents en fait, des consultants qui ont continué à compter. Alors nous on a continué à compter encore jusqu'à maintenant, mais il y en a quand même pas mal qui ont un petit peu arrêté de compter. Ça c'est un des derniers qui montre que Paris n'est pas première en termes de nombre de projets gagnés, puisque Dublin, Luxembourg, Francfort sont devant. Par contre en termes d'emploi relocalisés depuis le Brexit, on est largement devant. Donc à l'époque, c'est 2800 contre 1800. On voit que les chiffres ont bien évolué, puisque je vais vous les présenter. On est largement là aujourd'hui pour Paris. Ce qui se passe, c'est que effectivement, la plupart des grandes banques américaines ont choisi Paris comme un hub de trading très important. Citigroup, par exemple, a choisi Paris pour son hub de trading. Jusqu'à un certain moment, c'était des mouvements qui se faisaient de manière relativement discrète, mais comme on le voit, c'est en train de changer, les choses sont en train de se voir. Et je pense qu'il y a comme un effet de mimétisme qui commence aussi à se mettre en place, parce que c'est un écosystème où les gens se parlent entre eux, et on voit bien que cet aspect des emplois qui est autrement plus concret et palpable que l'aspect des entités légales devient très visible. Donc
Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que le Covid a modifié les cartes et ça a remis les décisions dans les mains des salariés, qui sont aujourd'hui ceux qui décident. On se souvient du moment où c'était les déclarations des grands patrons, je citerai aucun d'entre eux, mais qui essayaient de faire de driver la danse, enfin de décider comment les choses allaient se passer, en disant moi je vais aller à Francfort, etc., un petit tweet, un petit machin. Aujourd'hui, les choses ont changé, on le sait. C'est pas un dirigeant a beau dire ça va se passer à tel endroit. En fait, c'est ces salariés qui décident, et c'est ce qui, je pense, a aussi contribué à positionner Paris sur la carte de manière indiscutable aujourd'hui. Pas que. Il y a eu aussi un certain nombre de réformes qui ont été mises en place, et puis un écosystème, je pense, favorable qu'on a contribué à développer en Ile-de-France. Ce qui est assez notable, c'est qu'aujourd'hui, quand on discute avec les banques, avec les hedge funds, avec un certain nombre d'acteurs avec qui on échange dans les secteurs financiers, c'est plus forcément les mêmes villes qui sont citées comme nos concurrents. On parlait beaucoup de Francfort et de Dublin. J'ai rien contre ces villes-là, hein, entendez-moi bien, mais on entend d'autres noms. On entend Milan, on entend Madrid, et on voit que le sujet, c'est plutôt un sujet de qualité de vie, d'écosystème financier sûrement, mais finalement d'être quelle ville sera une capitale globale qui va permettre de vivre et de travailler. Et aujourd'hui, je pense que c'est Paris qui est la seule à répondre à l'ensemble des critères. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est effectivement ce qu'on voit par tout un tas de témoignages, de petits signaux par-ci par-là, et je pense que vous en êtes tous les témoins, mais en tout cas aujourd'hui, je pense qu'on met aussi des chiffres derrière les perceptions. La particularité de Paris, donc, c'est deux choses. C'est les nombres très importants des emplois relocalisés et la diversité des fonctions financières. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est unique en Europe aujourd'hui. Ces fonctions financières, je peux en dire deux mots, on parle de services financiers, mais aussi de tout un écosystème qui gravite autour, qui s'est considérablement internationalisé depuis 2016. On est passé d'un écosystème qui était peut-être encore assez français, peut-être parfois un peu fermé par certains aspects. Voilà, je pense à une entreprise SR Investment Partners, vous la connaissez sûrement pas, mais c'est une personne qui la dirige, qui est son CEO, qui ne parle pas français, qui a choisi Paris comme son hub européen. Ils font du recrutement pour les grandes banques. Voilà, des exemples comme ça, il y en a plein. Il y en a dans les métiers du trading, des cabinets d'audit, juridiques, fiscaux, les cabinets de fusion-acquisition, des cabinets d'analyse financière, des fintech, des sociétés de courtage, sociétés de services informatiques, des agences de notation, d'affacturage, de recouvrement. On le sait, la finance, c'est un écosystème complet qui a besoin de tout ça pour fonctionner. Et c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Et également, c'est des sujets connexes, mais on est aussi en hub digital. La présidente a parlé tout à l'heure de quantum, d'intelligence artificielle, data center. Tout ça, c'est un écosystème aussi qui est important pour ce secteur, et il le trouve à Paris. Les chiffres, vous les retrouverez effectivement dans les supports, mais retenez 220 projets gagnés pour l'Île-de-France, 7100 emplois en arrondissant, 62% dans la finance pour les projets, 10% pour les activités de services et de conseil. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Sans donner trop d'exemples, et effectivement, on a tous les chiffres derrière qui sont tous soit des annonces de presse, soit des éléments qui sont confirmés, qui nous sont partagés par les entreprises. Mais voilà, on sait tous que Goldman Sachs a désormais un bureau qui est leur vitrine presque, je dirais, mondiale, qui donne sur l'Arc de Triomphe, dans laquelle défilent tout leur board, et qui est leur nouvelle vitrine à Paris. Un bureau qui peut accueillir 500 personnes, sans parler des relocalisations. JP Morgan ne fait pas non plus mystère qu'ils sont passés de... alors je voudrais pas dire de bêtises, ils sont passés de 265 pré-Brexit à 700 fin 2021, et on est à près de 850 collaborateurs fin 2022. Ça, c'est des mouvements qui sont massifs et qui donnent le là, en fait, par rapport à tout un écosystème financier qui se regardent, et puis d'autres entreprises, dont notamment Nicolas Joly de la National Bank of Australia, qui va aussi nous témoigner tout à l'heure. Voilà, donc en conclusion, quelques remarques
Les mouvements à Paris commencent à être vraiment visibles, vous l'avez compris. Ils font de Paris aujourd'hui, l'Île-de-France est la place financière centrale, une place financière centrale en Europe. On se bat pour ça, en tout cas. La Bourse de Paris qui a détrôné Londres comme première place boursière en Europe, selon Bloomberg, ça c'est des signaux aussi. Le FT commence aussi à écrire que la France devient la nouvelle Grande-Bretagne. C'était lors d'édition du 2 mars dernier. On sent que les choses changent. Et je voudrais conclure en mentionnant un projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Vous le savez, un des éléments déclencheurs, ça a été aussi l'autorité bancaire européenne, la BE, qui a rejoint Paris en 2019 suite à un dur travail aussi de lobbying et des efforts de toute la place de Paris, gouvernement et région ensemble et collectivités pour accueillir le BA à la Défense. Aujourd'hui, nous soutenons la candidature de l'AMLA, qui est l'autorité anti-blanchiment qui a été décidée par l'Europe, pour laquelle nous étions le 27 mars dernier à la représentation permanente à Bruxelles pour soutenir cette candidature avec Robert Ophel, avec la Direction Générale du Trésor, donc comme une équipe de France et avec l'Île-de-France pour présenter les arguments factuels qui font que Paris serait une très bonne candidature pour que cette autorité fonctionne au mieux, qu'elle soit non seulement une autorité institutionnelle, mais aussi dans un cadre qui soit dans une capitale puissante, dans une capitale qui soit une capitale où elle puisse faire de l'innovation, sur tous les sujets de crypto notamment, et donc à suivre sur le sujet donc, de l'AMLA, mais c'est un dossier sur lequel on présente avec humilité, mais aussi avec avec les faits aussi derrière nous, la candidature de Paris. Voilà, et je vais passer la parole du coup à nos témoins du jour, et à commencer par Nicolas Joly. You're CEO for the National Australia Bank for Europe, and thanks for choosing France, so the floor is yours. Thanks, Nicolas. Je m'appelle Nicolas Joly, directrice générale de National Australia Bank Europe. Excusez-moi, mais bien que j'apprends le français, en ce moment, je préfère parler anglais parce que c'est un peu plus facile pour moi. So National Australia Bank, we received our license to operate about a year ago now, and we set up a subsidiary very much in response to a growing needs from our Australian and New Zealand clients wanting to open up business more broadly across Europe. But we've actually been in the UK for 160 years, so from this part of the world, but obviously Brexit made things a little bit more difficult. So we did explore Dublin, Frankfurt and Amsterdam to set up our subsidiary. And the reason why we chose Paris, there are three reasons really that come down to it. We felt that Paris we could attract some top talent, a deep knowledge of particularly the specialist markets. So National Australia Bank strategy is very much focused on infrastructure, fund finance, energy, sustainable finance. And I have to say, we haven't been disappointed at all in terms of the talent we've actually been able to attract. So we have about 60% of our staff are local hires, and 40% of our staff are actually international signees that have come from London or Australia. And another point is that we didn't find it difficult to attract our staff from London to actually come and work in Paris, which, speaking to some of my peer group, I've actually found that a little bit more challenging in some of the other jurisdictions that they set up their subsidiaries. I mention it's a subsidiary because it actually gives us access to the EU27, as opposed to it being a branch set up here in France where we'd only be able to access French clients. The second reason why we came to Paris was very much the size of the market, particularly around infrastructure across France. As I mentioned, that's a key strategic focus for National Australia Bank. And some of the largest infra funds, fund finance clients are across France. And so this was a natural move also to be closer to some of our biggest clients and some of the big asset managers, et cetera, and insurance companies.
And the third reason is really very much around the response that we got from the regulator was very conducive to us establishing our business here. So there's kind of a summary of the three reasons why we chose Paris. But I just wanted to maybe give you a bit of a flavour of my own personal experience. So as I mentioned, I moved here February last year. I love it. I have to say, obviously the whole city is very beautiful, but we've actually, as a business and personally, received a very warm welcome from the business community, but just in terms of living here and operating here with my family has been an extremely positive experience, and I thank everybody for that, and being able to have this opportunity to be here in front of everybody. I think what's also been very helpful in attracting our staff, particularly from London, has been the proximity and the ease of actually being able to travel between London and Paris, which is important for us to be able to operate across the two offices and be able to leverage off the skills that we have built over the many years in London and also here in Paris as we grow our business. So thank you. Thanks, Nicola. And the anfitrion of the day, please, Carl Marcus Norsen, if you may take the floor and share your testimony. Thank you. So, really, I wanted to talk a little bit about two questions. And firstly, very quickly about our company. Why Volta Trucks as such, our raison d'etre, and also why, obviously, we choose Paris as one of our really entry points to the market. And very, very quickly about Volta Trucks as such. We are a truck manufacturer. You see some of our creation behind you there. But we started out this company really we looked at three different major problems I think we have in cities. One is obviously sustainability, pollution, CO2 emissions is a global problem, but for cities, NOx, particles, noise is really something that is a big problem in cities anywhere. But obviously in the bigger cities like Paris, even more than maybe in the smaller villages. So that's one problem we try to mitigate. The second one is safety. Safety, they have done studies in London. 4% of the traffic in London a couple of years ago were trucks, but they were involved in 78% of all deadly fatal accidents with bikers, and 26% with pedestrians. Of course, all cities, like Paris, want more bikers, want to decrease the car traffic, but there is a big safety issue there. And also, actually, safety for the drivers of the trucks. And it comes to the third reason. There is, and becoming a more acute problem of finding drivers for trucks in France, in Paris, all over Europe, and also in the US. So the question is, why is that? Because it's not the safest environment. And our ambition with what we have done is really, as I explained to you, the cab design to try to reduce these three problems. Obviously, the first one, sustainability, we do with electric drive, but the other two really by cab design. So if I then go to the second question, why Paris as a region or as a city? Obviously, as you said before, it's a fantastic city, it's beautiful, communication is good. We are now already operating in 10 countries in Europe with the fast trains to London, to Amsterdam, to other cities. It's a very easy place to reach. I think also for us, the announced diesel ban a couple of years ago has had an effect. As most of you know, the idea was that within the A86, you should not be able to drive diesel trucks and cars. I know there is some shifts maybe on the cars,
But we think definitely that movement, that Paris is taking, I think, a leading position when it comes to sustainability. I think that was attractive for us. And the effect for us was that the customers here in this market, of course, understood we have to do something. We have to look into fossil-free transport. So one of our first customers was Petit Forestier. We're working with DB Schenker, La Poste, and the whole suite of distribution companies in Paris. I think the part of that is really the Olympic Games coming next year. And there is kind of a deadline, kind of a reason why to be able to show the world that we are actually doing something. We're not only talking, we are doing something. So that has been important for us. So what we have here is really what we call the studio, so we can invite people from all markets that we want to enter to Paris. It's an attractive place to come to for everybody. But we're also building our hub or service hub or center of excellence outside in Bonneuil, quite close to the Rungis area, where we also want to fly in people from all markets to show how services, how educating the market, our own people, our partners, but also politicians, administration, etc., what you can do and how you should do it. So there is a few of the reasons why we selected Paris. Then I saw here this was concentrated on the Brexit, but it was only 17 plus 17 in automotive and constructeur. I think we are now about 80 people in the Paris region, and I think within a year we will probably be about 200 or 250. So we should beat these numbers here. Thank you very much. Alors moi je vais vous donner un point de vue un peu différent parce qu'on est une toute petite structure deep tech. Donc Encarta, on vient du Canada et on a ramené des technologies qui ont été développées à Harvard, à l'Université de Toronto et à Arizona State University. Et on est dans le domaine de la biologie synthétique ou la biologie de synthèse. Donc pour ceux qui connaissent, on reprogramme des briques du vivant pour leur donner d'autres fonctions. Donc des bactéries, de l'ADN. C'est un secteur où il se passe beaucoup de choses et nous, on s'est focalisé sur le diagnostic parce que ce qu'on sait faire, c'est des diagnostics aussi précis que la PCR. Donc avec Covid, je pense que tout le monde est bilingue en diagnostic. Mais on sait les faire sur papier et décentralisés, un peu comme les tests rapides qu'on a eu dans les pharmacies. Donc là, pendant le Covid, quand l'entreprise est née, il n'y a pas à être un grand génie stratégique pour trouver un débouché à cette technologie. Donc on a lancé l'entreprise, mais on était peut-être un peu trop jeune dans l'équipe pour poser un produit certifié sur le marché. Donc Covid, c'était pas pour nous, mais donc on s'est assis avec mes associés, on a réfléchi où aller et sur quel marché se positionner. Donc le marché, on a trouvé une pathologie qui a un grand problème d'errance médicale, qui est en croissance aux États-Unis, qui est en croissance en Europe, principalement en Europe de l'Est. C'est la maladie de Lyme. Donc si vous ne connaissez pas les chiffres, c'est assez impressionnant. Et le problème, c'est un problème de diagnostic. Donc on a trouvé ça, et après on s'est dit où aller. Et donc on est arrivé à Paris, grâce à l'aide de Choose Paris Region, Business France, je crois que c'est les premiers à nous avoir parlé. On a 2 associés qui sont restés au Canada, aux États-Unis, et on est 3 ici maintenant. Donc on est une multinationale de 5 personnes. C'est assez impressionnant. Et je vais vous parler de ce qu'il faut, je pense, pourquoi on est content d'être en Île-de-France pour faire une deep tech. Donc la première chose quand on se lance là-dedans, c'est il faut des talents. Et en France, l'université, c'est pas lié forcément à l'Île-de-France, mais c'est un niveau incroyable dans des sciences extrêmement pointues. On a besoin de biologistes, on a besoin de gens en microfluidique, on a besoin de gens en microélectronique, on a besoin d'imprimerie 3D. C'est assez compliqué et tous les gens qu'on a, ils sont vraiment incroyables. La deuxième chose qu'il faut, c'est des hôpitaux quand on est dans la science médicale, parce que franchement, c'est les premiers prescripteurs, c'est ceux qui vous permettent de tester. Ils ont des budgets et chaque économie, vraiment, elle prend de l'ampleur dans un hôpital. Donc ça, en Île-de-France, c'était bien. Et à côté de ça, quand il y a des gros hôpitaux, il y a des grosses entreprises de la santé qui, pareil, peuvent intégrer notre technologie chez eux, peuvent nous aider à nous développer. Et la troisième chose dans les entreprises, c'est qu'en France, il y a un tissu de PME, de prestataires de services dans la santé qui sont incroyables.
C'est vraiment très maillé et d'un niveau qu'on trouve, même au Canada, aux États-Unis, c'est dur de trouver cette compétence. Et après, une fois qu'on a un produit, une équipe et disons des partenaires, ce qu'il faut, c'est être accompagné et avoir des incubateurs. Parce que quand on est tout petit, les problèmes de coûts de logement et de structure, ça pèse très lourd. Et donc nous, on est passé par le classique. Quand vous êtes un jeune entrepreneur, il y a Wilco. Le premier, ça vous permet d'avoir vos premiers prêts d'honneur. Après, Paris Biotech Santé, c'est vraiment, dans la santé, c'est un incontournable. Et PC Up, je vais en parler, c'est l'ESPCI, un incubateur. Nous, on est là-bas, on est capable de manipuler des virus, des bactéries. On a un plateau de prototypage en microfluidique, on a un plateau de prototypage en mécanique. C'est comme si on avait une équipe de 15-20, alors que, encore une fois, on est plus restreint. Donc voilà. Donc nous, je pense que là, on lève des fonds et atteindre peut-être les premiers résultats dont vous avez besoin pour gagner la confiance des investisseurs. Je pense que ça a été permis en grande partie parce qu'on est ici dans cet écosystème qui nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Alors, la présidente Alexandra Dublanche le mentionnait tout à l'heure. L'équilibre territorial, c'est une des priorités de notre mission en tant que structure financée à majorité par la région Île-de-France aussi. Alexandra l'a dit, 2022, c'est une année assez exceptionnelle de ce point de vue. À peu près un tiers des emplois ont été créés dans des villes de moins de 20 000 habitants. Et le nombre de communes qui en ont bénéficié était de 91 l'an dernier, de 120 cette année. Donc il y a vraiment une amélioration dans cet équilibre territorial qui est une priorité de toutes les équipes, et beaucoup d'entre eux sont là aujourd'hui, je veux les remercier aussi pour ça, mais aussi de nos partenaires locaux à qui on va donner maintenant la parole pour témoigner. Et en premier lieu, du coup, Camille Giquel, adjointe à la mairie d'Argenteuil, Camille, je vous passe la parole. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, merci pour cette invitation à témoigner aujourd'hui. And thank you for welcoming us today here. Un grand merci également à toutes les équipes de Choose Paris Region, puisque nous revenons tout juste du MIPIM et nous réalisons un travail ensemble au quotidien, mais surtout nous étions présents à leur côté sur le MIPIM, ou plutôt l'inverse d'ailleurs. Et nous avons pu être témoins de l'incroyable dynamique et de leur volonté d'accompagner les territoires et de participer à cet équilibre territorial dont nous parlons tant ce matin. C'est effectivement ce qui renforce également notre dynamique et notre volonté. Je vais essayer d'être assez succincte parce que parler du territoire Boucle Nord-de-Seine que j'affectionne particulièrement, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est un bassin d'emploi, territoire d'industrie, terre de jeu 2024. C'est 450 000 habitants avant tout. Et c'est un territoire très jeune. C'est un territoire jeune à double titre, puisqu'un tiers de la population a aujourd'hui moins de 30 ans. Et c'est un territoire très jeune puisqu'il a été créé en 2016 avec la métropole du Grand Paris. C'est un territoire qui ne préexistait pas, au contraire de Plaine Commune, par exemple, que je salue. Et donc nous avons appris à marcher ensemble et aujourd'hui nous trouvons tous aux côtés de Georges Mautron, maire d'Argenteuil, mais également vice-président au développement économique, que nous marchons plutôt bien et que nous avons des ambitions qui se matérialisent. Le territoire Boucle Nord-de-Seine, ce sont 7 villes, toutes différentes. Agnières, Argenteuil, Bois-Colombes, Clichy-la-Garenne, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne. Qui ont, au-delà des chiffres que j'évoquais, des projets économiques communs, très complémentaires les uns aux autres, mais pas uniquement des projets économiques, ça passe aussi par des projets transverses et pas uniquement par ce prisme-là, mais aussi une qualité de vie, on en parlait tout à l'heure, des projets d'aménagement, des projets de transport, Madame la Présidente Valérie Pécresse en a parlé hier, il me semble, et donc tout ça, on doit le travailler ensemble et c'est ce qui se passe aujourd'hui. À travers notamment un projet de développement du marketing territorial que nous menons avec Camille Durand d'ailleurs qui est ici présente et qui travaille au quotidien, que je remercie également, dont l'attractivité des entreprises à capitaux étrangers est extrêmement importante.
Et pour bien accueillir les entreprises, effectivement, on parlait des projets économiques, de l'aménagement, etc. Mais c'est avant tout les atouts du territoire Boucle Nord de Seine, à savoir des connexions de transport de premier ordre, aujourd'hui, mais aussi demain. C'est un bassin d'emploi, je le disais, donc dynamique et très diversifié. On va pouvoir retrouver un côté beaucoup plus tertiaire, avec par exemple des projets en plein développement comme le Black à Clichy, avec l'opérateur Redman, mais également des terrains et des territoires, en tout cas des espaces beaucoup plus industriels et que nous souhaitons aujourd'hui fortement conserver, industriels et productifs. Ces disponibilités foncières et immobilières sont très vastes. Aux portes de Paris, on parle de 20 hectares de foncier économique en restructuration aujourd'hui. Ce sont des filières économiques d'excellence que nous allons aujourd'hui... moi non plus, je ne vais pas pouvoir le faire le 1 minute. Je suis désolée. Je vais essayer. Des filières d'excellence comme l'ingénierie, l'informatique, mais aussi les industries de la chimie et de la cosmétique avec un leader mondial, Givaudan, qui est installé à Argenteuil, mais également un grand travail sur les filières énergétiques et de revalorisation des déchets. On le trouve notamment sur le port de Gennevilliers avec des acteurs comme Paprec, des acteurs comme Engie, Total Energy. Je vais éviter tous les citer parce que je ne pourrais pas. Mais également des industries du futur que l'on développe comme l'hydrogène, qui va aujourd'hui trouver sa place sur le territoire Boucle Nord de Seine, mais aussi à Argenteuil. On parle par exemple de foncier en reconversion ou en reconversion future. On a un site, le site de Dassault par exemple à Argenteuil, qui fait 11 hectares et qui cherche aujourd'hui à écrire l'avenir du territoire. Et Choose Paris Region nous accompagne dans la conception, la recherche de ces investisseurs, la mise en avant de ces fonciers, la mise en avant de ces atouts. Et en 2021, ce sont 6 nouveaux projets d'investissement que nous avons accueillis. En 2022, ce sont 9. En 2023, j'espère beaucoup plus. Et nous nous réjouissons de ces résultats. Mais c'est aussi des actions du quotidien, comme par exemple la participation au salon Global Industrie, au MIPIM, je le parlais, à l'accueil des clusters internationaux. Par exemple, nous avons accueilli 15 clusters internationaux de la cosmétique à Argenteuil pour leur présenter le territoire et ses atouts. C'est également la participation au pavillon AI4 Cosmetics de Choose Paris Region sur le salon Cosmétique 360, ou encore l'accueil de l'ambassadeur de Suisse, Monsieur Balzaretti, à Argenteuil pour justement soutenir la filière cosmétique entre autres, mais ça donne aussi des opportunités sur les filières que nous soutenons mutuellement, que sont la sécurité et l'hydrogène. Donc c'est évidemment ensemble qu'on mène ces projets aujourd'hui et demain, et j'espère encore ces collaborations nombreuses. Dernière chose, le 16 mai à Argenteuil, je vous donne rendez-vous pour l'immanquable, c'est l'événement économique. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Choose Paris Region pour cette invitation et je tenais à excuser Monsieur Aubry, président de Roissy Développement, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. La coopération entre les territoires est essentielle pour le rayonnement international de l'Île-de-France, mais également l'échelon local. La pandémie de Covid-19 qui a touché le territoire Roissy, pays de France, les élus ont souhaité attirer des capitaux étrangers afin de diversifier le tissu économique. Pour ce faire, ils ont souhaité renforcer la présence de Roissy Développement à l'étranger. Les territoires peuvent bénéficier de synergies en travaillant ensemble et en mettant en commun leurs atouts et leurs ressources. Les échanges entre les territoires peuvent prendre différentes formes, comme des partenariats, des échanges d'experts et de compétences, ou encore la participation à des événements type salons internationaux. En somme, la coopération entre les territoires est un enjeu majeur pour le développement économique, culturel et social. Elle permet de renforcer la compétitivité des acteurs locaux, de stimuler l'innovation et la créativité et de contribuer au rayonnement des territoires à l'échelle mondiale. Pour étayer mes propos, voici 2 exemples concrets pour sur le territoire Roissy, pays de France. Le premier exemple, c'est la Learning Expedition à San Francisco, organisée en partenariat avec Choose. Axé sur 2 thèmes, la projection et l'inspiration. La projection dans le futur d'un secteur ou d'une industrie grâce à l'innovation et aux nouvelles tendances, et l'inspiration pour cultiver, inspirer et embarquer des idées. Au cours de cette Learning Expedition, c'est pas moins de 17 rendez-vous qui ont été organisés, dont 4 avec des organisations publiques, 12 rendez-vous avec des entreprises privées et un rendez-vous avec un professeur en urbanisme et conseil du maire de San Francisco.
Cette Learning Expedition a d'ores et déjà permis d'initier un travail avec la société Uber, notamment sur leurs solutions pour les transports pour les personnes à mobilité réduite. Le second exemple portera sur l'investissement étranger et notamment la société FedEx. En effet, nous avons la chance sur le territoire d'avoir le hub européen de cette société américaine. Et depuis 2020, la société FedEx a réinvesti 220 millions d'euros, ce qui lui a permis de développer 38 000 m² supplémentaires sur le territoire et ainsi augmenter de 41% sa capacité de tri. En effet, le e-commerce connaît une forte croissance depuis ces dernières années et tous les transporteurs et opérateurs ont vu une augmentation de 23% de leur trafic. Pour répondre à cette croissance, les investissements ne suffisent pas. Il faut également des emplois. Et FedEx a créé pas moins de 600 postes pour répondre à cette demande. J'espère vous avoir convaincu de l'importance de la coopération entre les territoires, notamment pour attirer des projets internationaux et faire rayonner nos territoires. De plus, j'espère que des Learning Expeditions pourront être réalisés et rassembler plusieurs territoires afin de pouvoir chasser en meute. Merci à tous. Merci beaucoup. Nous allons conclure cette séquence avant les questions-réponses avec Axel Poulaillon pour Pleine Commune. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci à Choose Paris de nous accueillir. J'excuse Mathieu Hanotin, président de Pleine Commune et maire de Saint-Denis, de son absence. Il aurait évidemment souhaité être parmi vous. Alors, je vais être à l'image de mon territoire, efficace et rapide, et donc je vais tenir ce challenge d'1 minute pour vous présenter. Alors, Pleine Commune, vous le savez, c'est 9 villes, c'est 460 000 habitants, c'est surtout 38 000 entreprises et 200 000 salariés privés et publics. Cette année, comme le reste des territoires, 13 nouveaux projets internationaux ont pu s'installer ou se développer sur ces différentes villes de notre territoire. Et ce que l'on peut évidemment retenir, c'est que ce sont des projets qui contribuent à l'équilibre territorial, mais c'est surtout des projets qui doivent contribuer à un développement équilibré. Pour ce fait, nous sommes particulièrement sensibles à accompagner le développement de notre territoire, bien évidemment en termes d'emploi, de développement économique pour nos habitants, mais surtout de pouvoir associer développement économique et développement durable. Je citerai évidemment 2 projets que Choose a particulièrement soutenu. C'est donc un projet de data center qui revoit évidemment son impact sur notre territoire, mais également un projet très ambitieux, un projet qui raconte de nouvelles filières pour notre territoire. C'est bien sûr l'installation à partir de la rénovation de la tour emblématique Pleyel à Saint-Denis, l'installation du groupe H. C'est pour la première fois que ce groupe hôtelier allemand rejoint un projet en France. Donc voilà, ce cadre de développement économique, il est porté par un manifeste de développement voté par notre assemblée communautaire et qui doit donner le fil rouge d'un développement acceptable, d'un développement en pleine synergie entre les différents acteurs, un développement que l'on souhaite régénérer au service de nos habitants. Et puis pour cela, évidemment, ce sont les contributions de chacun, c'est l'énergie qui est au cœur du rendez-vous avec évidemment le soutien permanent de Choose, mais aussi une volonté de notre collectivité de créer une agence économique. Cette agence économique, elle sera la référence de l'hospitalité économique que notre territoire souhaite développer. Je vous remercie. Merci à tous d'avoir été là. On ne sera pas plus long et à votre disposition, les intervenants sont avec vous si vous souhaitez vous poser d'autres questions. Merci à tous.